Salut les fans! Oh toi, tu n'as aucune idée de ce qui se trame depuis le 25 juin 2009. Bah assieds-toi, on va discuter de tout ça. Bon, si vous n'êtes pas un fan assidu, vous ne savez peut-être pas ce qu'est l'esthète of Michael Jackson et du bordel incommensurable qui perdure depuis ce funeste 25 juin 2009. Oh oui! Alors on dit l'esthète of Michael Jackson, et c'est en fait un cabinet d'avocats chargé de gérer l'héritage artistique de Michael Jackson depuis son décès. Ah au fait, quand on dit l'esthète, c'est l'esthète, pas l'esthète ou l'estate. C'est important de préciser. En fait, quand on traduit, ça veut dire le patrimoine ou la succession de Michael Jackson. Je sais, les mecs se sont pas foulés. En tout cas, l'esthète est une entité rattachée au cabinet d'avocats Zyphren Brittenham à Los Angeles et dans lequel on retrouve un certain John Branca. Et oui, car l'esthète est dirigé par deux personnes, John Branca et John McClane, et une troisième dont on n'entend jamais parler, Barry Siegel. Mais lui, y a pas grand chose à dire parce que personne ne parle de lui. À se demander si c'est pas un fantôme. Donc d'un côté, on a John Branca, donc c'est le patron, c'est lui qui signe les papiers, qui fait la caisse le soir, enfin voilà. Et moi je l'appelle Tonton Branca, ou l'arme de crocodile. Oui, parce que, souvenez-vous, dans le documentaire réalisé par Spike Lee pour les 25 ans de l'album Bad, à un moment du documentaire, tu as la séquence émotion où chacun explique ce qu'il a ressenti à la mort de Michael. Et ça pleure, c'est triste, c'est émouvant, et d'un coup tu as... Faut que je pleure. Enfin, Branca a travaillé très longtemps avec Michael, dès les années 80, et il s'est fait virer en 2003 parce que, bon, bah, ça n'allait plus. Enfin, on y reviendra tout à l'heure. Mais en 2009, coup de théâtre, il revient dans l'entourage de Michael, comme ça, comme une fleur, et au miracle, il est couché sur le testament. Un miracle, oui oui oui. Ah bah me demandez pas comment ça marche, moi j'en sais rien. Et de l'autre côté, on a John McClane. Lui c'est un ami de longue date de la famille Jackson. Il a un peu bossé avec eux, il a été manager de Janet à une époque, et même de Michael au début des années 2000. Enfin, manager de Michael, c'est plus un titre honorifique, parce qu'en fait, il faisait ce qu'il voulait. Et il a aussi été l'un des fondateurs du label Interscope. Donc contrairement à Branca, John McClane a une sensibilité artistique, mais visiblement c'est ce qui l'a écarté de l'équipe de Branca. Parce que John McClane est semble-t-il le seul à s'être opposé à la parution des titres produits par Eddie Cascio sur l'album Michael en 2010. En effet, 3 des chansons présentes dans l'album semblent, selon toute vraisemblance, ne pas avoir été chantées par Michael, mais par un sosie vocal. Et McClane a semble-t-il été contre l'utilisation de ces chansons. C'est-à-dire que le seul qui avait un peu de bon sens et une oreille musicale, bah on s'est dit qu'il servira à rien. Non mais j'imagine la réunion de l'esthète. Bon, Eddie nous a filé 3 titres pour l'album Michael. Et il nous a dit qu'il pourrait nous en filer tant qu'on en aurait besoin. C'est cool. Attends, je t'arrête. T'as écouté les titres? Non parce que c'est pas la voix de Michael. Je t'assure, les fans vont s'en rendre compte. C'est dangereux de faire ça. Attends, non mais c'est qui ce con là? J'en sais rien. Et donc ce scandale ahurissant et la guerre interne qui en a suivi a visiblement entraîné la mise au placard de McClane, qu'on ne voit plus du tout depuis des années. Enfin bref, c'est donc un avocat, un porté disparu et un fantôme qui gèrent l'héritage artistique de Michael depuis juin 2009. Donc leur rôle était de valoriser et de gérer l'héritage artistique de Michael. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que l'esthète n'a pas cessé de proposer des projets qui ont créé la polémique. Bon, je vais pas revenir dessus, j'en ai déjà parlé et abordé dans les 2 vidéos que vous voyez ici. Non, attendez avant de cliquer, je les remettrai en fin de vidéo. Enfin bref, je chausse mes lunettes et j'ai donc établi une liste des exploits de l'esthète pour que vous puissiez juger par vous-même. Alors, l'esthète a créé un film avec les images des répétitions qui ont fini par tuer Michael Jackson. Ils ont créé un album avec un sosie vocal sur plusieurs titres. Ils ont sorti une VHS du fin fond d'un carton nous faisant croire que c'était la seule qualité disponible, sachant que certains concerts de la tournée avaient été tournés en Panavision. C'est-à-dire qu'avec la Panavision, tu fais du 4K. Ils ont remixé certaines chansons de Michael pour les proposer comme un album événement, alors qu'on s'approchait plus de la boucherie musicale que du Birdland de Quincy Jones. Ah oui, faut peut-être pas parler de Quincy en ce moment. Ils ont vendu une réédition anniversaire d'un album de légende sans aucun bonus musical et avec une craie comme goodies, et enfin, ils ont rassemblé des titres qui n'avaient aucune cohérence entre eux pour créer une compilation qu'ils ont vendue comme un nouvel album. Bon, bah je crois qu'on a bien posé les bases là, hein. Alors vous pourriez dire, mais que font la famille? Les enfants? Bah c'est vrai après tout, on se dit que peut-être les enfants pourraient mieux gérer tout ça, peut-être qu'ils ont hérité un petit peu de la fibre artistique de leur père. Non. Bah
Et de toute façon, les enfants ont un droit de regard, qu'ils n'utilisent visiblement pas, et ils ne vont récupérer leur part d'héritage qu'à leur 45e anniversaire. Non, c'est pas l'âge de la majorité aux États-Unis, c'est le testament qui le dit. Et concernant le reste de la famille Jackson, elle est partagée entre les pro-esthètes d'un côté, avec Papa Joe et Jackie, et le reste de la famille de l'autre côté. Mais à part répéter dans les médias qu'ils regrettent ce qui est fait depuis la mort de Michael, leurs moyens de pression sont aussi efficaces que d'ouvrir un parapluie sous un ouragan. Bon, c'est bien gentil, mais à part quelques disques foireux, qu'est-ce qui crée vraiment la polémique? Vous êtes bien assis là? Ok. Alors, John Branca a travaillé de nombreuses années avec Michael Jackson. Il a notamment été son avocat conseil dans l'acquisition du catalogue d'édition musicale ATV en 1985. Michael l'a acheté au nez et à la barbe de beaucoup de gens et il a attiré bien des convoitises depuis. Bref, Branca était un homme de confiance à qui Michael a laissé le soin de gérer beaucoup de dossiers qui représentaient beaucoup d'argent. Mais au début des années 2000, rien ne va plus. L'album Invincible a été un échec et Michael rencontre des difficultés financières malgré des revenus colossaux et des investissements très variés. Il commence à douter des personnes qui travaillent pour lui et charge donc un cabinet d'experts de mettre le nez dans tout ça. Et ils découvriront des choses intéressantes, et notamment que le cabinet Zyfriend Brittenham dans lequel travaille John Branca représente les intérêts de Michael, mais aussi ceux de Sony Music. Ça veut dire que Branca était chargé de défendre les intérêts de son client contre un autre client. Ils ont également découvert l'existence d'un compte offshore appartenant à Branca et sur lequel existaient des virements en provenance de Sony. De l'argent qui devait, semble-t-il, ça n'a jamais été vraiment confirmé, mais en tout cas de l'argent qui devait, semble-t-il, revenir à Michael. Alors même que Michael était en conflit avec sa maison de disques et qu'il disait à ses proches qu'il faisait tout pour récupérer sa part du catalogue ATV, il se demandait bien comment John Branca, qui possédait par ailleurs 5% de ce catalogue et qui représentait également Sony, qui lui envoyait des virements sur un compte offshore, comment cet homme pouvait être digne de confiance. Alors en 2003, Michael a fait le tri dans ses collaborateurs. Il a décidé de virer John McClane et surtout de virer John Branca en lui envoyant une lettre lui demandant également de renvoyer tous les documents originaux en sa possession, chose que Branca ne fera visiblement jamais. Dans ces conditions, comment expliquer son retour 8 jours seulement avant la mort de Michael? Personne ne le sait. Visiblement, cette décision ne venait pas de Michael, mais personne ne sait dans quelles conditions il est revenu. Qui lui a demandé de revenir, ni pourquoi il était couché sur le testament de Michael pour la gérance de son héritage. Enfin, si, on sait. Le testament dans lequel John Branca, John McClane et l'autre fantôme là étaient désignés pour la gestion de son patrimoine datait de 2002. C'est-à-dire avant que Michael ne fasse le tri dans ses collaborateurs. C'est donc, paraît-il, le dernier testament en date, bien que certains affirment que Michael faisait un testament tous les 5 ans. Existait-il donc un testament datant de 2007 et dans lequel on imagine que John Branca et John McClane n'étaient probablement pas désignés pour gérer l'héritage de Michael? Certains affirment que oui, mais plus personne n'est là pour témoigner, et même si ce testament existe quelque part, il n'a jamais été révélé. Et l'autre point qui crée la polémique à propos de ce testament, c'est la date. Car le document était daté du 7 juillet 2002, à Los Angeles, alors qu'à cette date, Michael ne se trouvait pas à Los Angeles, mais à New York. Enfin, c'est pas grave, hein, les gars ont juste expliqué qu'il y avait eu une erreur dans le lieu pour expliquer le truc. Tous ces éléments ont donc conduit certains membres de la famille Jackson à sérieusement douter de l'authenticité du testament. Joe Jackson en premier, et il avait même porté plainte contre l'esthète. Mais il a été débouté devant un tribunal, et depuis il semble que Joe ait mis pas mal d'eau dans son pot de vin, parce qu'aujourd'hui lui et John Branca sont très copains. Ah, l'argent. Ça resserre les liens. Mais vous voulez que je vous donne encore plus mal au crâne? Certains affirment que Branca n'a jamais été viré parce qu'il a continué à être mentionné dans les crédits de certains albums et à apparaître dans certains dossiers judiciaires de Michael entre 2003 et 2006. Putain, mais les mecs, mettez-vous d'accord. Pourquoi je passe moi maintenant? Bah, pour un con. En tout cas, John Branca, qui était très ami avec Tommy Mottola, oui, vous savez, le patron de Sony Music, qui a sabordé la promotion de l'album Invincible quand Michael a commencé à émettre l'hypothèse de l'équité. Enfin bref, John Branca s'est empressé dès 2009 de renégocier la distribution exclusive des projets posthumes par Sony. C'était dans la continuité qu'il disait.
Enfin, c'était commode surtout, car la part du catalogue ATV que Michael avait acheté en 1985 et fusionné avec Sony en 1995, eh bien cette part restait chez Sony. Et d'ailleurs, Branca finit par revendre cette part à Sony il y a quelques mois. Et oui, ce catalogue d'édition musicale estimé à 1 milliard de dollars et qui a été à l'origine de bien des problèmes pour Michael a finalement été racheté en totalité par Sony. Ceux-là même qui ont sabordé la fin de carrière de Michael Jackson quand ce dernier a voulu les quitter avec sa part sous le bras. D'ailleurs, devinez qui a été à l'origine de la fusion du catalogue avec Sony en 95 et qui a finalement décidé de revendre cette part ? Enfin, là, je ne fais qu'effleurer le dossier, hein. Ouais, parce que quand tu creuses, tu te rends compte du bordel incommensurable du truc. Des heures et des heures de lecture et de documents à éplucher. Bon courage si vous voulez vous plonger dedans, hein. Moi, j'ai déjà mis que les doigts et ça m'a suffi. Je sais à quoi vous pensez, bande de dégueulasses. Bref, si vous n'étiez pas au courant de tout ça, eh bien vous ne pouvez désormais plus ignorer qui gère l'héritage artistique de Michael et dans quelles conditions ils se sont vus confier les rênes. Et c'est précisément pour ça que beaucoup n'ont aucune confiance en l'esthète et estiment qu'ils n'ont rien à faire à la tête de l'héritage de Michael. Moi en tout cas, je compte sur vous pour partager cette vidéo, mettre un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Ciao.